Bonjour, c'est Sylvain Bellettre de France Média Monde qui regroupe France 24, RFI et MCD. Je suis ravi de modérer cette session et je suis presque ému d'ailleurs d'avoir écouté les sessions précédentes car la parole s'est libérée, ce qui permet, je l'espère, de dynamiser le secteur. Alors, aujourd'hui, cette session est dédiée aux télécoms et à l'audiovisuel. Donc, télécom, un tremplin pour les services audiovisuels. Et je vais me tourner vers nos intervenants. Donc, nous avons Stéphane Houdin, directeur général du groupe Axian Télécom. Stéphane, je vous laisse la parole, je vous laisse expliquer ce qu'est Axian. Merci Sylvain. Donc, juste très rapidement, donc, je représente effectivement le groupe Axian, qui est un groupe familial originaire de Madagascar et qui s'est étendu ensuite dans la zone océan Indien et qui est maintenant devenu un groupe à vocation panafricaine. Alors, c'est un groupe diversifié qui fait des télécoms dont j'ai la responsabilité, et mais également des services financiers qui est présent également dans le domaine de l'énergie, des mobilités, de l'innovation. Donc, au niveau du secteur télécom, nous sommes présents aujourd'hui dans 5 pays, Madagascar et aux Comores sous la marque Telma, à La Réunion et à Mayotte en partenariat avec Free, au Sénégal également en partenariat avec Free, et plus récemment au Togo, puis la privatisation de l'opérateur Togo. Très bien. Je me tourne maintenant vers Bienvenue Maya Monuswa. Donc, bienvenue, je vous laisse vous présenter. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis bienvenue de RTL RDC. Globalement, on est le deuxième opérateur dans le pays et le numéro 1 en termes d'Internet et des abonnés data en général. Donc voilà, en gros, je pense que pour l'entreprise, elle est connue. On est dans 14 pays panafricains. 14 pays en Afrique. Très bien. Nous avons également Jean-Christophe Bodba, qui est directeur général consommateur chez l'opérateur régional MTN. Je vous laisse vous présenter un peu plus. Vous êtes au Bénin, c'est ça? Oui, exactement. Oui, je suis Jean-Christophe Bodba, je suis chez MTN. Au Bénin, nous sommes leaders dans notre secteur, avec à peu près 68% de parts en valeur. Avant le Bénin, je travaillais au Congo, où on était aussi leader sur le marché. Et avant ça, j'étais sur le Cameroun, où je travaillais pour les 2 opérateurs, dont MTN aussi. Donc voilà, MTN est sur 21 filiales et l'un des plus gros sur l'Afrique aujourd'hui. Très bien. Et nous avons également François Lepichon, qui est CEO de Molotov Solutions. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, Molotov, c'est une plateforme de streaming originellement française de chaînes de télévision et de bouquets de SVOD qui a séduit aujourd'hui un peu plus de 14 millions de Français. Et donc moi, je m'occupe particulièrement de Molotov Solutions, qui est la branche B2B, où on propose à la fois notre technologie en marque blanche pour les telcos, les broadcasters, pour embrasser l'ère de l'OTT, aujourd'hui, et également le développement international de Molotov. Très bien. Alors, comme j'ai écouté les sessions précédentes, on a déjà un peu planté le décor. Je vais essayer de résumer tout ça. Donc, aujourd'hui, le secteur du streaming africain est dominé, comme dans le reste du monde, par les plateformes américaines, mondiales et gratuites, comme YouTube, Facebook, WhatsApp, qui représentent des milliards de visionnages en Afrique et ailleurs, et qui présentent aussi des contenus locaux. Mais il reste des places puisque tous les contenus recherchés ne sont pas toujours disponibles sur ces supports et puisque des acteurs locaux commencent à émerger en Afrique subsaharienne francophone avec des chiffres assez impressionnants. Donc aujourd'hui en Afrique, s'il existe encore très peu d'offres multiplées fixes, on voit par contre fleurir des sites web et des applications de télévision et radio sur mobile pour smartphone ou tablette et certaines remportent un franc succès. Ces applications proviennent de 4 types d'acteurs. On a d'une part les opérateurs de télévision, comme par exemple StarTimes,
qui semble avoir pris une longueur d'avance avec son appli StarTimes On. MyCanal, lancé par Canal+, qui sera relancé cette année, d'après ce que j'ai entendu dire. On peut citer également l'application WhatsApp d'Excaf au Sénégal. On a ensuite des acteurs qui sont des opérateurs télécoms, comme Orange, RTL, bienvenue et présent parmi nous, MTN, représenté par Jean-Christophe. On a également des acteurs qui sont des médias publics ou privés, locaux et nationaux, qui sont également présents avec des apps, comme celle de la RTI. On a enfin des pure players, comme Netflix, qui a environ à peu près, très approximativement, parce que c'est dur d'avoir les chiffres, 1 million d'abonnés en Afrique subsaharienne, et une autre application qui s'appelle Africtonix, qui a été lancée récemment par SumView. On a évidemment Molotov, François représente Molotov aujourd'hui. On a Miabox qui a parlé dans la session précédente, qui est intermédiaire, distributeur de contenu et également fournisseur d'applications pour des opérateurs télécoms. Donc, la bataille est lancée. Le grand vainqueur est le citoyen africain qui a désormais l'embarras du choix à portée de main sur smartphone ou autre, ou PC. Et d'ailleurs, le smartphone, on l'a dit précédemment dans une autre session, est en train de devenir le premier écran en Afrique. Mais attention, qui dit streaming sur Internet dit coût pour l'utilisateur, ce qui n'est pas forcément le cas de la télévision, par exemple par satellite ou TNT gratuite. Alors, l'autre question de ce panel que se posent les producteurs locaux, est-ce que ces offres locales peuvent-elles permettre l'essor de leur production de manière pérenne et rentable? Donc, nous allons essayer de répondre à ces questions. Donc, on va démarrer avec les enjeux essentiels de cet écosystème. Ça a été évoqué précédemment. Donc, il s'agit de la connectivité et aussi l'accès à l'énergie, ainsi que l'accès aux terminaux, qu'ils soient mobiles ou fixes. Donc, qu'observez-vous sur vos réseaux chez RTL? Bienvenue, je vous laisse la parole sur cette question. Ok, effectivement, chez nous, chez RTL, nous avons 30% de la pénétration smartphone, qui ont des smartphones. Et comme je l'ai dit, nous avons lancé notre application RTL TV aujourd'hui, et qui a un but de pouvoir être gratuit pour les abonnés, qu'il n'y ait pas de coût additionnel, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, le problème, c'est le coût. Il faut payer en même temps son forfait Internet et payer l'accès à la plateforme. Donc, nous avons donné une plateforme gratuite pour nos abonnés. Il suffit d'activer un forfait Internet, vous avez accès gratuitement. Donc, sur cette base, nous avons 2 possibilités de partenariat avec les gens qui ont du contenu. Le premier projet, c'est de venir nous joindre à notre application RTL TV avec un prix fixe que nous allons payer à la vue de chaque contenu. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, et on l'a fait déjà avec un partenaire qui est StarTime en RDC aussi, c'est que nous faisons un bouquet spécial pour le partenaire comme StarTime qui vend à un prix final au consommateur. Dans le prix final constituera du prix de l'accès à l'Internet plus le prix de l'accès à la plateforme StarTime. En ce moment-là, l'utilisateur paye un seul prix, un seul bundle, et ça lui facilite la tâche. Donc, voilà un peu les deux modèles que nous avons chez nous en RDC. D'accord. Qu'en est-il chez MTN au Bénin, Jean-Christophe? Bon, au Bénin, nous sommes en phase de notre plateforme qui va arriver dans les 2 semaines qui arrivent. Mais par contre, on a lancé cette plateforme dans un certain nombre de pays, dont le Congo, j'ai participé. Et voilà, le smartphone, c'est la porte d'entrée. Au Bénin, on est déjà un peu au-delà de 40% de taux de pénétration. C'est là où on en trouve une opportunité. Mais en réalité, pour répondre aux questions de barrière à l'accès qu'est le forfait Internet, ce que nous faisons, c'est que nous logeons le contenu en local. Ça fait que, voilà, on enlève la barrière de la connexion internationale.
Et puis, les abonnés peuvent avoir accès au contenu du fait que le contenu est vraiment hébergé en local. Ça nous permet de réduire significativement les coûts. C'est le modèle qui a été implémenté au Congo et c'est le modèle que nous ramenons sur le Bénin. D'accord. Stéphane, chez Action, comment avez-vous vu évoluer le trafic, la consommation et en particulier consommation de services audiovisuels? Alors, effectivement, avant même de parler d'applications particulières d'accès au contenu, en tant qu'opérateur télécom, on est confronté à un certain nombre de défis. Le premier étant la croissance des volumes data auxquels on fait face. Donc, l'accès à Internet en général, les contenus en particulier, notamment la vidéo. Donc, pour donner un chiffre, en 2015, sur l'ensemble de nos réseaux, on a eu une croissance de trafic de plus 95% en un an, quasiment doublé. Donc, ce qui veut dire des enjeux de qualité de service, d'upgrade de nos réseaux, donc un investissement permanent pour que nos réseaux mobiles et fixes, d'une part, aient une couverture la plus large possible, donc ce qui suppose de rajouter des sites en permanence, d'autre part, de mettre les technologies adéquates. Donc, sur le mobile, on parlait de 3G, aujourd'hui, on est en train de mettre de la 4G partout. On a commencé à lancer la 5G à Madagascar et au Togo. Donc tout ça nécessite des investissements très importants. Voilà, à titre d'exemple, au Togo, en un an, on a rajouté plus 20% de sites sur le réseau. On a aujourd'hui 100% de nos sites qui sont 3G, ce qui permet d'avoir une couverture quasi complète du pays en accès data mobile. Et on a la moitié de nos sites qui sont en 4G, qui demain, d'ici 2 ans, seront à 100% en 4G. Donc, voilà. Notre première problématique, c'est de faire face à cet afflux de données, donc une multiplication quasiment par 2 tous les ans, avant même de penser aux autres problématiques qui sont donner accès à ces réseaux à des coûts abordables pour les populations auxquelles on s'adresse. Donc, éventuellement, je reviendrai sur ce point avec quelques chiffres, que ce soit sur la problématique du coût de la data ou du coût de l'accès au smartphone. Très bien. Donc, pour avoir accès à des services audiovisuels, il faut pouvoir streamer avec non seulement une bonne bande passante, mais également des terminaux adéquats. Donc, c'est l'accès au smartphone, éventuellement à la tablette en Wi-Fi ou en 4G. Donc, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, l'accès au smartphone est suffisant? Qu'en pense RTL? Bienvenue. OK. Pour l'instant, l'accès au smartphone n'est pas encore suffisant. En tout cas, pas pour la RDC. On parle quand même d'un terminal qui coûte à plus de 70 $. OK, c'est encore trop cher à payer pour les abonnés. Donc, voilà pourquoi nous encourageons surtout les partenariats avec le public pour faciliter l'accès au smartphone, notamment au coût d'acquisition. Et aussi à certains partenaires qui veulent bien venir investir au Congo pour ça. D'accord. Et chez MTN, Jean-Christophe, vous travaillez également sur les smartphones? Oui, le smartphone, c'est la porte d'entrée. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse barrière. Et à ce niveau, au-delà des partenaires qui doivent jouer un rôle, je pense qu'il y a un gros discours au niveau des gouvernements qu'il faut intégrer, surtout dans les pays où la digitalisation ou bien le voyage dans le numérique fait partie de l'agenda du gouvernement. Un gros débat aujourd'hui est à ce niveau sur comment est-ce qu'ils peuvent faciliter l'accès aux populations des smartphones, spécialement en revoyant les droits de douane qui pèsent beaucoup dans le prix de ces smartphones. Et donc, une fois que ce débat est clôturé, je pense que ça peut accélérer la pénétration des smartphones parce que ça réduirait significativement les coûts. Dans les pays où nous sommes, on voit que ça peut réduire les coûts de l'ordre de 30 à 40%. Si le gouvernement participe et après ça aura un effet d'entraînement sur l'économie avec les utilisations possibles. Après, il y a les partenaires aussi. Je pense que tous les producteurs de smartphones ont un rôle à jouer en revoyant
comment le modèle pour nos pays. L'avantage dans les pays européens, c'est que les gens peuvent acheter des smartphones sur plusieurs mois. Dans nos pays, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, des partenaires comme des banques ou bien des microfinances doivent pouvoir entrer en jeu pour pouvoir faciliter cet accès. Donc, c'est un ensemble de solutions qu'on explore pour accélérer la pénétration des smartphones. Chez Axian également, Stéphane, vous avez lancé des initiatives sur les smartphones. Oui, tout à fait. Au-delà des problématiques de droits de douane qui sont très importantes dans un certain nombre de pays, donc effectivement, on a choisi d'être très proactif sur le sujet des smartphones et plus globalement des terminaux pour donner accès à des populations. On est dans des pays, notamment Madagascar, où on est des pouvoirs d'achat extrêmement limités. Donc pour donner quelques exemples, on a fait en sorte de spécifier nos propres terminaux, de les faire fabriquer et de les importer ensuite pour les vendre sous notre marque. Donc on arrive aujourd'hui, pour de l'accès à la data simple en 3G ou 4G, avoir des terminaux à partir de 10 € en 3G, moins de 20 € en 4G, ce qu'on appelle des smart feature phones. Et pour arriver à du smartphone sous Android avec un vrai écran 5 pouces, où on aujourd'hui à mettre sur le marché des terminaux à 30 ou 40 € en entrée de gamme, donc ce qui permet une démultiplication de l'accès à Internet mobile et de l'accès au contenu soit gratuit, soit peut-être demain payant pour ceux qui auront un pouvoir d'achat suffisant pour cela. Très bien. Alors, la connectivité est variable selon les zones. François, vous pourriez nous dire comment vous répondez à cette problématique chez Molotov? Oui, alors effectivement, on n'a pas du tout les mêmes problématiques en France ou en Afrique francophone. Là, on s'est déployé depuis décembre. On a travaillé, alors nous, ce que je regardais dans les statistiques, nous, on est très sur Android. Alors effectivement, ce n'est pas encore totalement développé, mais nous, en tout cas, on arrive effectivement à adresser les personnes qui le sont déjà. Et également sur le web. La particularité, c'est qu'on a une bonne web app qui est compatible avec beaucoup de terminaux, même des terminaux assez anciens. Et ce site web, cette web app, permet d'accueillir et de streamer directement depuis le navigateur, notamment sur Android, directement le contenu. Donc on a également une application Android, mais cette application Android, finalement, elle est très peu utilisée par rapport à la consommation web parce que tout se fait assez naturellement entre l'inscription au service, le paiement et l'accès au service qui se fait toujours sur le web. Donc ça, on a beaucoup travaillé cette partie-là. Et après, effectivement, nous, on est dépendant effectivement du développement des technologies sur les différentes régions. Ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on optimise au plus possible nos applications pour qu'elles soient légères, pour qu'elles ne prennent pas trop de bandes passantes, qu'elles soient réactives, et même sur des vieux terminaux, comme on disait, ou pas forcément des vieux, mais en tout cas des récents avec moins de puissance, et ainsi de suite. Et ce qu'on va bientôt sortir, là, qu'on a annoncé plusieurs fois, mais on travaille sur une fonctionnalité de téléchargement hors connexion directement sur le terminal des contenus, ce qui va permettre de télécharger, quand on est sur un Wi-Fi en illimité, ces films et pouvoir les regarder un peu comme on veut ensuite en itinérance, comme on veut, pour pas toucher à son forfait data. Donc nous, c'est comme ça qu'on s'adapte. On continuera à s'adapter et à faire des partenariats, notamment avec les opérateurs locaux, pour faciliter effectivement la vie de nos clients. Alors, vous avez un modèle de tarifaire assez intéressant aussi. Vous avez innové là sur Oui, le... alors ça n'a rien à voir avec la connexion, mais tout à fait, oui, on a en fait, nous, pris le choix de faire de l'abonnement à la journée sans engagement. Donc en fait, il est résiliable directement. Donc c'est pour la Côte d'Ivoire, le premier pays dans lequel on s'est lancé, c'est 150 francs CFA, pardon, chaque fois je fais l'erreur, par jour. Et c'est résiliable et reprenable à volonté. Donc ce qui permet de garder l'abonnement. Pour ceux qui nous consomment tous les jours, tant mieux. Puis si quelqu'un veut juste une soirée cinéma ou en tout cas juste un film, une série, il peut le prendre pour une journée, 2 jours, et puis revenir la semaine d'après. Voilà, se prendre un compte tous les lundis s'il en a envie. Donc nous, on a pris ce choix-là. Et c'est également un choix par carrier billing, donc facture opérateur, donc où le paiement est très facilité. Donc ça se passe par SMS, où l'utilisateur rentre son numéro de téléphone
reçoit un SMS avec un code d'activation qui lui prévient effectivement du prix et de l'engagement qu'il prend dans cet abonnement. Et une fois qu'il a mis son code d'activation sur le site, il reçoit son mot de passe et son identifiant, et également un Magic Link. Et ce Magic Link, depuis son SMS, va le permettre d'être directement connecté à la plateforme. Donc, ce qui assure vraiment une continuité, une simplicité. Au début, on n'avait pas le Magic Link et on a eu quelques soucis justement pour que nos clients fassent le chemin de bout en bout. Ils nous l'ont fait comprendre sur les plateformes et donc on s'est vite adapté là-dessus. Et tout ça, effectivement, avec une technologie et un partenaire qui s'appelle Digital Virgo, qui est très connu dans la région pour justement avoir des accords. Donc aujourd'hui, on travaille principalement avec Orange, MTN et Move sur la partie Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun, qu'on vient tout juste d'ouvrir. Et on a encore 4 pays à ouvrir dans notre roadmap d'ici l'été. D'accord. Oui, donc parmi les freins, on va dire, à l'émergence de consommation de services audiovisuels, donc il y a la connectivité, évidemment l'énergie, il faut de l'électricité, c'est pas disponible partout. Donc les terminaux, il faut quand même des terminaux un peu robustes. Et puis ce qu'on vient d'évoquer, donc le prix de la data. Est-ce que chez Axian, vous voyez ça aussi comme un frein principal, le coût de le prix de la data, le coût du service? Vous êtes à combien au niveau de l'ARPU dans vos territoires? Alors, bien évidemment, on a des pays à pouvoir d'achat très limité. Tout ce qui a un prix non marginal est un frein. Alors, ceci dit, sur le coût de la data, on est dans des dynamiques plutôt favorables. J'ai déjà parlé de ce qui a été fait sur les smartphones pour baisser la barrière à l'entrée sur l'achat des équipements. Sur le coût d'usage de la data, tout à l'heure, je parlais d'une croissance trafic multipliée par 2 en un an. L'évolution de l'ARPU est plutôt modérée. Donc, en fait, ça signifie qu'on a un unitaire de l'ordre de 30 à 40% par an. Donc, ça chute très vite. C'est sans doute encore trop cher pour une partie de la population, mais il y a un mouvement de fond qui fait que progressivement, il y a une base client de plus en plus large qui peut accéder à ces services. Donc, vous demandiez quels étaient les ARPU. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on est à la fois opérateur mobile et fixe, broadband. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on parle du fixe, des abonnés fibres notamment, sur nos territoires, on a en gros une base client de 50 000 clients FTTH, alors que quand on parle du mobile, on est plutôt un peu moins de 20 millions, dont la moitié font de la data, soit 10 millions de clients potentiels. Donc on a un rapport de 1 à 200 entre les deux, donc le mobile drive le marché, on va dire. Ceci dit, en termes d'ARPU, sur les clients FTTH, on est plutôt des ARPU au-dessus de 30 € par mois. Donc, c'est des gens qui peuvent se payer un petit supplément, on va dire, pour accéder à des contenus payants. Sur nos ARPU mobiles, on est en moyenne sur nos opérations à 3 € par mois. Donc, à 3 € par mois, vous imaginez bien que toute consommation additionnelle est regardée de près et peut être un frein très fort à l'usage des services, surtout s'ils sont payants. Mmh. Mmh. Parlons contenu. Quel type de contenu intéresse vos clients? Est-ce que vous avez des chiffres à l'appui? Et qu'est-ce que vous cherchez comme contenu? Est-ce que c'est que du local, de l'international également? Et là, je peux donner la parole à chacun de vous. On peut commencer par Bienvenue. Bienvenue, quel type de contenu vous cherchez? Mais nous, principalement, c'est d'avoir du contenu local, ok, on est bien d'accord là-dessus, et principalement la musique. Donc, avec notre application, il y a 85% des abonnés qui sont sur le contenu musique, d'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche en local. Le deuxième type de contenu qui marche, c'est les one-man show. Vous savez, on est dans un pays qui est bien animé. Alors, le one-man show aussi marche très bien. Ça représente 10% de notre contenu. Et surtout, du vieux contenu.
en one-man show. Parce qu'on n'a plus beaucoup de contenu en one-man show actuellement. Mais ce qui a bien marché dans les années 80-90, là où il n'y avait pas encore la digitalisation, c'est vraiment rechercher. Et de plus en plus, on a des commentaires sur ça, qu'il faut absolument qu'on mette ça. Donc, on ouvre vraiment la porte aux partenaires qui ont ce genre de contenu. D'accord. Et du coup, vous êtes beaucoup moins à la recherche de contenus internationaux qui viennent d'ailleurs. Hors Afrique, je parle. Pas vraiment, mais voilà. Mais bon, ce ne sera pas différent de ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, pour faire ces différenciations, vous voulez vous différencier avec… il faut absolument un contenu spécifique. Voilà, absolument, absolument. Quand on dit MTN, Jean-Christophe, qu'est-ce que vous cherchez comme contenu? En fait, de l'expérience que moi j'ai sur ce type de service, c'est que le contenu dépend un peu de l'utilisation qu'on en fait. Très souvent, les gens sont connectés sur leur téléphone mobile pour un peu comme un outil de dépannage. Et la réalité, c'est que finalement, 60% du contenu sur le marché où je travaille, c'était plutôt du live streaming, des contenus en live. Et la plupart du temps, c'était des chaînes d'information et un peu des programmes de musique sur des chaînes spécifiques dont les gens n'avaient pas la possibilité de regarder sur le grand écran. Et voilà, se retrouver dans des conditions où le mobile devenait une solution. Donc, il y a eu beaucoup du live streaming à peu près à 60%. Après, on a vu quand on développait des contenus sur de programmes en local, c'est-à-dire une comédie locale, une activité d'un jeune talent en local. On voyait qu'on arrivait à avoir suffisamment de vues sur ce type de contenu. Et après, des séries qui sont passées sur des chaînes et qu'on ne les diffuse plus. On s'est rendu compte que voilà, ça intéressait aussi beaucoup les gens, des films de jeunesse ou bien des séries qui sont passées quand des personnes étaient encore plus jeunes, intéressées. Mais pour revenir sur la question de prix, ceci a aussi bien marché parce qu'on a su adapter la façon de facturer. Nous, on facture le temps et tout le volume Internet est transparent pour le client. Il achète 2 heures ou 1 heure qu'il peut utiliser à sa guise. Il peut utiliser 5 minutes maintenant, 20 minutes plus tard, 30 minutes le lendemain. Donc, on a essayé de créer cette flexibilité qui fait que les gens achètent le temps de visionnage et puis ça leur permet de saisir des opportunités, la plupart du temps sur des émissions en cours et donc ils sont loin du grand écran pour pouvoir visionner. Donc c'est principalement ces contenus-là que je vois ressortir sur les marchés où je suis passé. Intéressant. Chez Molotov, alors, vous avez lancé en Côte d'Ivoire, au Sénégal récemment. Est-ce que déjà vous avez observé ce qui intéresse le plus vos clients? Oui, oui, oui. Alors c'est un petit peu, effectivement c'est récent, mais ça fait 3 mois. Mais effectivement, alors justement j'avais les stats devant les yeux. Ce qu'on voit, donc nous aujourd'hui on a 20 chaînes en linéaire. Donc je rejoins tout à fait Jean-Christophe sur l'aspect linéaire, effectivement le flux live qui est assez demandé. On a des chaînes locales comme Passion TV, Savannah TV et Nina TV qui font de la TV Novelas avec des séries qui marchent très bien. Donc, on a vraiment en top du classement, on va dire le top 5 chez nous, ça va être vraiment ces chaînes de TV Novelas, alors qu'ils sont également en premier dans le plan de service, donc forcément, elles ont une attraction. On a des chaînes de SVOD, donc avec des films d'action, des films hollywoodiens ou des séries locales, des séries africaines aussi. Donc ça se positionne en deuxième position. Et également la musique, pareil, donc avec notamment les chaînes du groupe Trace, qui sont très appréciées. Et d'ailleurs, qui est un client B2B à nous. Donc, on va bientôt sortir l'application globale Trace en OTT, la nouvelle application qui mélange de la radio, du live et du contenu à la demande.
Donc oui, moi je rejoins complètement, effectivement le reste du panel. On a la recherche on a commencé avec du contenu francophone. C'était plus facile pour nous à acquérir. Là, on va intégrer la RTS 1 et RTS 2 parce qu'on va chercher à voir les chaînes nationales, on va chercher à voir les chaînes locales dans les différents pays. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Et effectivement, on est très preneur de tout ce qui va des productions locales, des producteurs locaux qui voudraient diffuser leur contenu sur Molotov. On est très enthousiaste à ça. Nous, on croit beaucoup à la localisation du contenu. C'est quelque chose d'important. Et également, pour finir, les chaînes d'information, pareil, qui sont assez demandées. Et on essaie d'avoir tout un panel assez large, qui soit Euronews, Africa News, France 24, et d'autres chaînes aussi de différents pays dans le monde qui pourraient venir compléter ce choix. D'accord. Et au niveau de l'expérience utilisateur, par exemple, combien de temps restent vos clients sur un programme? Vous avez une durée moyenne? Alors, c'est très variant, mais effectivement, comme on est sur mobile, il ne reste pas forcément longtemps. On a une moyenne entre 20 et 30 minutes par jour sur les phases d'utilisation, et ça va varier de la personne qui vient juste snacker une phase d'information ou un programme court, et on a également du contenu pour enfants, et une personne qui peut rester pour regarder 2 films d'affilée, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore adressé les téléconnectés en Afrique francophone. On va y arriver. C'est là où on a le plus, en tout cas ce qu'on voit dans le marché global, c'est là où il y a le plus de rétention, en tout cas de watch et de temps de lecture. Aujourd'hui, on est vraiment sur du snacking de contenu et pour certains, effectivement, de regarder des films. Donc, ça nous amène à 20-30 minutes par jour, ce qui est plutôt une bonne tendance globalement. Vous allez lancer prochainement dans d'autres pays? Oui, tout à fait. Ouais. Notre roadmap de pays, donc là, on vient juste, je ne sais pas si on a commencé encore la communication, mais sur le Cameroun, suivra le Burkina Faso, la Tunisie, la Guinée et la RDC. D'accord. D'ici cet été. OK. Et chez Action, je vous laisse un petit peu parler du mot de la fin. Quels sont et quels seront les points clés pour faire décoller l'OTT en Afrique francophone? Oui, effectivement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, hein, je pense que les deux clés, c'est l'accessibilité, donc avoir une couverture et une qualité des réseaux data, notamment mobiles, puisque c'est l'usage principal en Afrique, à un coût abordable de l'usage data et avec des smartphones adaptés. Donc, le sujet de l'accessibilité va être encore clé pendant très longtemps. Et le deuxième point, c'est l'attractivité des contenus. Comme ça vient d'être dit, tout ce qui est, je dirais, contenu international, non premium, non différenciant et banalisé, présenter assez peu d'intérêt. Si on veut avoir un peu de valeur ajoutée sur le marché, il va falloir faire notamment des contenus locaux, adaptés aux besoins. Donc, de notre côté, on n'a pas encore lancé d'offres de contenu en propre, mais on y travaille. Mais effectivement, il faut travailler sur un marché qui est assez fragmenté pour travailler avec les ayants droit, avec les producteurs, avec les éditeurs de chaînes, les agrégateurs, pour mettre en place un écosystème qui va répondre à ce besoin. Parce que pour réussir à se démarquer du gros usage des plateformes américaines, pour sortir une banalité, il va falloir effectivement avoir de la valeur ajoutée sur la différenciation avec des contenus locaux. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre stratégie, vos projets de solutions audiovisuelles que vous lancerez en 2021 ou c'est encore un petit peu confidentiel? Alors, on est sur un timing de type 2021. Ça fait déjà un certain temps qu'on travaille avec un certain nombre de grands acteurs audiovisuels avec lesquels on a du mal à trouver un partenariat gagnant-gagnant et un modèle économique où l'acteur audiovisuel protège la valeur de son contenu, ce qui est tout à fait légitime, et demande à l'opérateur télécom d'être un simple tuyau qui dévalorise l'usage de son réseau et notamment le prix de la data, quoi, en allant jusqu'à demander, y compris sur des réseaux mobiles, des plans tarifaires à taux zéro pour donner accès au contenu juste
en prétextant que ça fera des clients supplémentaires et en étant éventuellement commissionné à la vente sur l'usage de ces contenus. Donc, ces modèles économiques, on ne les a pas trouvés satisfaisants. On n'a pas réussi à trouver ce modèle où un grand acteur nous aurait fourni une solution clé en main. Donc, on travaille un peu comme tous les autres à mettre en place nos propres plateformes pour pouvoir monter nos propres offres de contenu qui seront un mix entre des productions et des contenus qu'on aura acquis auprès de certains ayants droit, qu'on aura nous-mêmes éditorialisés, ou la diffusion de chaînes ou de bouquets de chaînes qui nous seront vendus clé en main. D'accord. Une dernière question pour Bienvenue chez RTL. Est-ce que la régulation ou la fiscalité sont un frein pour développer ces services audiovisuels chez vous? Pour l'instant, non, parce que la régulation est encore muette sur tout ce qui est OTT. Ouais. Okay, ils sont encore au niveau du média classique. Mm-hmm. Du média classique. Donc, il y a l'opportunité là. Je pense qu'il faut jeter déjà les jalons pour cela, être les premiers à se lancer là-dessus. Et quand la régulation va venir, ça ne va que aider à l'émergence. Donc, comme on a dit, pour nous poussons le régulateur justement à faciliter cet outil qui est le smartphone au travers du gouvernement. Et donc, ce sera plus une cohabitation qu'un frein. Mm-hmm. Il y a le problème de l'énergie également. Pour nous, en tout cas. Absolument. Et c'est pour ça que le temps passé devant le smartphone est important. Et comme on l'a dit François, c'est autour de 26 minutes. Donc, c'est vraiment un dépannage. Donc, si l'abonné a le choix, il va d'abord réserver son autonomie pour faire des appels qui suivent la télé. C'est vraiment quand il est dans le besoin, quand il n'a pas l'électricité, il est dans une urgence qu'il va aller au smartphone. Okay. Et donc, les smartphones restent le premier choix par rapport à la télé classique qui, elle, nécessite une électricité à 100%. Et chez nous, on est à l'ordre de 10% de l'électricité dans notre pays. Ça marche. Et qu'en est-il au niveau des tablettes? Vous connaissez un peu les chiffres des tablettes? Ça marche localement ou les gens n'ont pas de tablettes? Non, ça marche pas localement parce que justement, si a une tablette, s'il doit faire le choix de recharger, il va privilégier son smartphone. Okay? Il va privilégier son smartphone parce que la tablette, elle demande déjà beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de temps de recharge aussi. Et donc, s'il est limité, quand il est quelque part, il va plus utiliser son smartphone, recharger son smartphone que sa tablette. Donc, voilà pourquoi la tablette n'est vraiment pas n'a pas une grande pénétration chez nous. Okay. Donc, à votre avis, est-ce qu'on a évoqué tous les enjeux et tous les blocages potentiels de ces services? Bienvenue. Oui, je pense qu'on a abordé tout. Il reste juste l'appel. Je pense que le contenu est important. Internet et le contenu. Donc, il faut avoir le contenu qui sont gratuits, qui va d'abord attirer la masse critique. Et une fois qu'on a la masse critique, en ce moment-là, on va passer sur du contenu premium qui sont les lives, le sport, ainsi de suite. Donc, il est important d'abord d'enrichir le contenu pour cette gratuité. D'accord, donc vous êtes en faveur du modèle freemium, c'est-à-dire gratuit, ouvert au plus grand nombre et ensuite payant pour du contenu premium, en fait. C'est ce qui marche le mieux. Absolument, absolument. C'est que ça marche le mieux. Ça marche le mieux pour le créateur et ça marche le mieux pour les annonceurs aussi, parce qu'il y aura le volume pour cela. D'accord. Oui, ça permet de générer du trafic et d'attirer des annonceurs. Très bien. Bon, je voulais vous remercier encore pour votre contribution. On n'a pas le temps, en seulement 45 minutes, d'aborder tous les sujets en profondeur, mais vous remarquerez, donc, on a abordé quand même les principaux enjeux. J'invite l'audience à regarder les précédentes sessions et celle-ci de nouveau en replay. Voilà, et je vous remercie d'avoir suivi cette session et vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.